Et bonsoir tout le monde. Comment ça va? Comment ça va? Alors je suis désolé, ce soir je parlerai un peu bas, car très chers amis, j'ai une petite angine. Je crains, ou je la couve du moins, donc c'était toute la journée du miel. Fatigué mais ça va. On est un peu tous dans le même état, je pense ce soir, mais mais ça va être schtroumpfement bien. Vous allez voir. On a préparé plein de nos petits trucs. Euh, Happy Saint Patrick's Day. Oh, je suis déçu, t'es même pas en vert. Ah oui, mais j'avoue que j'ai un peu oublié ça. Mais cela dit, nous avons du vert sur l'écran, hein. Juste là, là, nous avons un pommier. Hello Euh, there. Ouh, nous avons un abonné. Merci, merci beaucoup. Merci. Enfin, un follower. Merci beaucoup pour le follow, ça fait plaisir. À boire, oui, alors à boire, justement, hein, parce que voilà. Donc merci pour le glouglou. Donc ce soir, c'est Catherine Rido Kikuchi qui prendra le relais au niveau des pommes. Moi, je suis sur du lait avec du miel. Oui, car il n'y avait même plus de poudre de chocolat chaud à la maison. C'est vraiment c'est vraiment horrible. Enfin bref, allons-y, allons-y. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ce soir, d'abord, j'ai beaucoup de choses à vous dire, puisque on a une invitée, euh, donc Catherine Rido Kikuchi, qui a fait sa thèse sur la Venise des livres, donc de 1469 à 1530, et qui a publié donc un livre issu de sa thèse, dont j'arrête pas de vous parler depuis des semaines. Donc le voici. Et puis qui est maintenant professeur, donc enseignante-chercheuse à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Voilà, alors, petite annonce juste avant qu'on commence, je suis en train de terminer le Discord pour la chaîne, donc normalement pour lundi, accrochez-vous, ce sera prêt. Alors, pour les nouveaux du coup qui arrivent, je rappelle simplement le principe de la chaîne. Euh, la chaîne a été créée en suivant le principe de euh, le savoir appartient à tous et le savoir est en constante évolution. Et un peu comme, voilà, c'est parti, un peu comme les théologiens à l'époque médiévale, mais si vous voulez, la doctrine chrétienne évolue pas à pas, elle se construit et vers la vérité finale, enfin bref, chose que nous n'atteindrons jamais en histoire, mais nous construisons les uns par rapport aux autres en nous basant sur ou contre ou en remettant en question, etc. Et donc, sur ce principe, le savoir appartient à tous puisqu'il nous permet de tous nous connaître et selon Solzhenitsyn d'être le garant de la paix. Et là, je suis parti en vrille, mais tout ça s'éclaircira une fois qu'on aura fait le Discord. Dans tous les cas, le but de cette chaîne, c'est de mêler histoire, gaming, littérature, culture et savoir de manière générale pour montrer que ce sont des sources d'inspiration pour la création et donc la médiation et la transmission du savoir. Et ça, c'est chouette. Et donc, on fait ça le lundi et le jeudi de 19h30 à 21h. Le lundi, c'est plutôt du gaming. Et donc là, on est sur une analyse historique et fantasy et littérature littéraire de Dragon Age Inquisition. Et le jeudi, on fait plein de choses comme ce soir. Donc voilà. Alors, donc ce soir, euh, nous aurons Catherine Rido-Kikuchi avec nous. La séance sera répartie en trois, parce que nous sommes français, donc un plan en trois parties. Donc d'abord, petite présentation. Ensuite, nous parlerons bien sûr de la Venise des livres. Et enfin, nous parlerons de ce petit tract dont je vous avais déjà parlé il y a quelques semaines, car figurez-vous que Catherine Rido-Kikuchi a participé à la rédaction de ce petit tract dont elle a rédigé l'article sur Saint-Louis. Voilà, donc on fera un petit retour là-dessus. N'hésitez pas à poser toutes vos questions aussi dans le chat, comme ça je les prendrai au fur et à mesure ou on les posera à la fin, etc., etc.
Alors, prérequis pour survivre à cette chaîne, être germanophile, idéalement germanophone, et aimer les pommes. Alors, aimer les pommes, c'est un point vital. Germanophile, oui, bon, il y a une fois où on a fait de la paléographie allemande. Ok, j'avoue. Bon, eh ben, je pense qu'il est temps d'accueillir notre invité. Alors, c'est parti. Hop. Ah oui, alors, 3 secondes. La méchante nous a enlevé. Non, c'est pas ça qu'on veut. J'ai un petit problème technique. Oups. J'arrive. Nous avons un petit problème technique. J'ai perdu le contrôle de ma souris. Bingo. Pourquoi j'ai plus de souris? Attendez. Je suis désolé, hein, mais j'ai... non, elle est toujours pas là. Bon, alors il va falloir que je me repère. Ah, ça y est, elle est revenue. Alors, maintenant j'ai la souris, c'est bon, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Euh, Donc, c'est ça qu'on veut, espèce de méchant. Je vais juste faire un petit... Pourquoi il le reconnaît plus? J'ai une idée. Passer en lecteur réduit. Hop. Je suis vraiment navré pour ce petit contretemps. Pourquoi il veut pas le méchant? La dernière fois ça avait fonctionné. Ah ah, bingo. Alors, maintenant il faut que je gère. Oui, j'arrive. Alors, euh, là, voilà, et du coup c'est ici qu'on veut. C'est parfait, ça y est. Ah, c'est beau. Du coup, tout va bien. Est-ce que tu t'es démuté ou pas? Oui, tout à fait. Nickel. Alors, je vais augmenter un peu le son. Est-ce que tu peux parler pour voir? Oui, je suis là. Nickel. Est-ce que tout le monde entend? Dites-nous rapidement. Je pense que du coup c'est bon. Désolé pour le petit contretemps. Navré. Super, tout le monde entend. Bon, bah alors on va Alors, pouvoir commencer. Euh... Ed merci Darken. beaucoup déjà. Eh ben, de Merci rien. beaucoup. Du coup, c'est génial de t'avoir là parce que bah, c'est vrai que donc la première interview qu'on avait faite, c'était un archéologue et maintenant c'est une historienne du XVe siècle, donc ma période de prédilection. Donc c'est quand même trop chouette. Du coup, bah, est-ce que tu pourrais un peu te présenter à nous, nous dire un peu bah, quel est ton parcours, etc., etc. Oui, bien sûr. Alors déjà, merci de m'accueillir et puis bonjour à toutes les personnes dans le chat. Euh, alors, mon parcours, donc j'ai fait des études assez classiques du point de vue français, on va dire, dans le sens où j'ai fait une prépa, ce qui est un peu le prototype du système français. Et puis après, j'ai fait une prépa un peu particulière, parce que j'ai fait une prépa où il y avait à la fois des matières littéraires et puis des matières comme la socio, l'économie, il y avait un peu de maths, voilà. Et ensuite, ensuite j'ai commencé des études d'histoire en étant à la fois à l'université et puis à l'école normale supérieure. J'ai eu la joie et le bonheur de passer la grègue et ensuite j'ai commencé ma thèse à l'université Paris-Sorbonne sous la direction d'Elisabeth Crouzet-Pavant, qui est une spécialiste de Venise. Et voilà, ça explique en partie pourquoi j'ai fait ma thèse sur Venise. Et puis après la fin de ma thèse, en fait, j'ai passé 1 an à Rome dans ce qu'on appelle un post-doctorat, donc les contrats courts hein, qui ont lieu généralement après la thèse. Et puis j'ai été recrutée comme maîtresse de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin il y a 4 ans, où je suis depuis, voilà, c'est Ah, ma ok. quatrième rentrée. On nous demande quelle agrègue, je suppose que c'était l'agrègue d'histoire. C'était la grecque d'histoire, ouais, Voilà. tout à fait. Hein. Et il me semble qu'au programme, justement, tu avais les guerres hussites.
Tout à fait, oui, vu qu'on en a parlé en préparant l'émission. Voilà, Mais oui, en médiéval, c'était église et société, 13e, 15e siècle. d'accord. Bah, je suis en train de travailler vraiment 100% sur les guerres hussites en ce moment et je peux te dire que c'est le bazar, hein, de manière générale. Oui, oui, c'est pas mal de bazar. Après, c'est vachement intéressant. Ah oui, alors là, pour le coup, c'est super. Donc, de toute façon, une fois que j'aurai terminé, en fait, généralement, je fais deux, trois séances sur l'exposé du séminaire de lequel j'ai fait. Donc, là, ce sera Fantasy bientôt, et puis après, ce sera tout ça. Bonsoir le loufoque, bonsoir tout le monde qui est arrivé. Alors, du coup, deuxième question que j'avais, c'est, bah, du coup, je suppose qu'il faut être assez passionné pour faire une thèse et pour faire tout le travail conséquent, parce que, donc, pour ceux qui ne l'ont pas lu, enfin, parce que franchement, pourquoi vous ne l'auriez pas lu, hein? Le voici. Donc c'est le livre issu de la thèse qui fait bon, 350 pages en gros. Et ben, je sais plus ce que je veux dire, mais si, pour faire un tel travail de recherche, etc., il faut quand même être passionné. Donc je sais qu'une passion, ça s'explique pas vraiment, mais pourquoi l'Italie, pourquoi Venise? Est-ce que tu as un intérêt ou des affinités particulières avec ces endroits? Je j'ai pas du tout de liens, familiaux, avec l'Italie, voilà, c'est pas du tout ça. Mais par contre, en fait, quand j'étais au lycée, j'ai fait un voyage en Toscane, et avec un prof d'histoire qui était, fantastique, et c'est en grande partie grâce à lui, en fait, que je me suis intéressée à l'Italie de la Renaissance, et j'ai décidé de faire de l'histoire. Alors voilà, j'ai hésité un certain moment entre différentes disciplines, mais vraiment l'histoire de l'Italie de la Renaissance, ça m'a vraiment passionnée. Je me disais que je pourrais peut-être faire plutôt de l'histoire de l'art, et puis finalement, voilà, j'ai beaucoup aimé aussi mes études de sociologie, et donc je me suis dit qu'essayer de faire quelque chose qui soit, plutôt ancré histoire sociale, c'est quelque chose qui me plairait davantage, et donc c'est comme ça que, petit à petit, ça s'est mis en place. Puis l'autre raison, et puis je me sens obligée de le dire vu, la chaîne, en fait, au début, donc je voulais travailler sur l'Italie de la Renaissance, mais je parlais pas italien, en master, et donc ce qui est un peu un problème. Et donc par contre, je connaissais l'allemand. J'avais fait de l'allemand en prépa, et donc du coup, j'ai voulu faire un sujet qui puisse à la fois me permettre de travailler sur l'Allemagne et sur l'Italie. Donc j'ai travaillé sur les relations entre, Nuremberg et puis plus globalement les villes, d'Allemagne du Sud et Venise, et parce que Venise avait des liens très forts, hein, avec les villes allemandes, au XVe siècle. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'en suis venue à m'intéresser aux imprimeurs, parce que bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais il y a plein d'imprimeurs allemands à Venise, et donc voilà, de fil en aiguille, c'était ça. Ok. Je rappelle aussi que j'ai oublié de le dire, mais de toute façon on le répétera à la fin. Catherine a également une chaîne Twitch. On a oublié de le mentionner. C'est vrai dans la tonne de choses qu'elle fait déjà, bien sûr, parce que bon, voilà. Il y a aussi une chaîne Twitch donc, qui s'appelle Ça coule de source. Je vous mettrai tous les liens dans le chat, en description et aussi sur la rediffusion YouTube. Donc c'est à peu près c'est le principe d'interviewer des historiens et de voir comment on travaille avec des sources en fait, hein, c'est ça? C'est ça, alors c'est pas ma chaîne en fait, c'est vraiment un projet collectif. On est plusieurs derrière Ça coule de source, historiens, historiennes, et oui, le but c'est vraiment de proposer une émission où on montre comment on fait l'histoire en fait. On D'accord. montre comment est-ce qu'on travaille les documents. Voilà, l'histoire ça se fait à base de sources, et donc on en reparlera, mais vu, certaines des dérives actuelles autour de l'histoire, on se disait que c'était important de montrer justement un peu les coulisses, quelque part. Comment est-ce que, ce qu'on apprend dans les manuels, ce qu'on apprend à l'école, en fait, ça a été construit à partir de documents qui sont très réels, très tangibles. Et donc ça a donné sa coule de source, et donc j'en profite, du coup, pour dire que, la prochaine émission, c'est la semaine prochaine, donc le 23 mars à 20h30, et on interviewera, alors c'est Quentin Verreken qui interviewera, Caroline Müller, qui est une historienne contemporanéiste et qui va nous parler d'un rapport d'expertise de psychiatre, d'une femme, qui était l'amante d'un prêtre qu'elle a tué. Voilà, donc ce sera, une histoire, à mon avis, assez marrante, et qui permettra de voir un peu des choses, au 19e siècle en France, j'ai oublié de le dire. Donc qui permettra de voir un peu comment est-ce qu'on pouvait, considérer, ce genre de cas criminels sous l'angle à la fois du genre, parce que le fait que ce soit une femme, c'est pas complètement anodin, et puis sous l'angle de la psychiatrie. Hmm. Oui, ça, alors juste rapidement, ça me rappelle un cours de paléographie allemande
C'était hier justement, où on parlait, donc on a analysé un document, je pense que c'était 15e, 16e. Donc c'était, ils vendaient comment dire, le matériau qui est à l'origine des teintures jaunes, mais qui est également un poison. Et donc en fait, en gros, il y avait des témoignages qui visaient à démontrer que certaines personnes avaient utilisé ce poison à de mauvais escients, enfin ce matériau. Et notamment au début, il disait voilà, les apothicaires doivent donner, enfin, ont autorisation de vendre ce produit uniquement à des hommes sérieux, des hommes sérieux pardon, dont c'est connu qu'ils en ont besoin, dont c'est le métier, et surtout pas des valets et des femmes, et etc., etc. Enfin bref, c'était intéressant. Mais donc, revenons-en, puisqu'on parle un peu de la violence, etc., et que, enfin, de la violence à l'époque médiévale. Et justement, c'est notre point d'approche ce soir pour parler de ta thèse de la Venise des livres, pour nous faire rentrer dans le sujet. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur Antonio Moreto? Oui, alors Antonio Mereto, c'est un personnage que j'aime bien. C'est un libraire à Venise, un libraire qui a beaucoup, beaucoup de succès. C'est un libraire en plus qui est très éduqué. Il a commencé en fait sa carrière pas en tant qu'ouvrier, donc c'est pas lui qui actionne les presses que vous voyez là sur la gravure qui est juste à côté de nous. C'est vraiment quelqu'un qui éditait les textes, qui travaillait les textes, qui les corrigeait. Donc il a commencé comme ça. Il a des très bonnes relations avec plein d'intellectuels à Venise. Donc voilà, quelqu'un de bien sous tout rapport, extrêmement respectable, qui a une affaire assez florissante, qui finance plein d'éditions entre la toute fin du XVe et le début du XVIe siècle. Euh, et il a un neveu, Francesco, à qui en fait il va apprendre un peu les ficelles du métier. Et il a un fils, un seul fils, qui s'appelle Giovanni Matteo. Et ce seul fils, en fait, c'est un peu il porte tous les espoirs, quoi, parce que c'est lui qui est censé reprendre l'affaire, c'est lui qui est censé aussi récupérer tout le patrimoine qu'Antonio Moreto a accumulé au fur et à mesure des années. Sauf que on a une affaire assez tragique qu'on peut découvrir dans les archives, puisque en fait, à un moment donné, alors on n'est pas sûr de la date, c'est probablement au début du XVIe siècle, euh, le, on a des suppliques en fait d'Antonio Moreto auprès des autorités vénitiennes qui nous apprennent que Antonio Moreto, alors il a déjà quelques problèmes parce qu'il a des possessions immobilières et foncières dans la péninsule italienne, alors que c'est en plein au milieu des guerres d'Italie. Et donc il y a les troupes françaises qui dévastent tout. Donc lui, il est un peu embêté et il est obligé d'aller dans ces terres pour essayer de voir un peu où en est la situation. Donc il doit laisser son fils seul à Venise pendant 4 ans, euh, sous la gouverne d'un gouverneur, enfin sous la férule d'un gouverneur. Mais bon, 4 ans, c'est long. Et puis, le fils n'a plus sa mère est morte, donc il est seul à Venise, donc avec juste son gouverneur, qui finit par mourir au bout d'un certain temps. Et en fait, Antonio Moreto explique qu'il a pris une maîtresse. Son fils a pris une maîtresse. Et sa maîtresse, à force de l'embobiner, lui a fait montrer tous les objets de valeur, tous les coffres, toutes les clés de la maison. Et donc sa maîtresse finit par assassiner le pauvre fils, le pauvre Giovanni Matteo, et se barre avec l'intégralité des possessions de la famille, après avoir tout récupéré dans tous les coffres, dans tous les entrepôts, toute la maison. Et elle part en fait aidée par sa sœur, Pasqua, et avec sa servante. Et en fait, Giovanni Matteo, le seul fils, donc le fils unique d'Antonio Moreto, est assassiné dans ces conditions-là. Donc Antonio Moreto, il écrit un certain nombre de lettres aux autorités vénitiennes en disant qu'il faut absolument poursuivre cette femme, que c'est une prostituée, une ribaude, que c'est n'importe quoi et que voilà, que lui, en fait, il est complètement éperdu par cette affaire. Parce que bon, au-delà de l'aspect financier, c'est quand même son seul fils qui meurt, donc c'est pas trop la joie. Alors, je ne sais pas si on a le temps, mais j'ai récupéré une citation d'une de ses lettres. Je ne sais pas si ça te va, si je Ah la bah lis. bien C'est pas très sûr, long, c'est 2 phrases. bien sûr. Mais en fait, c'est une citation que j'aime bien parce que c'est assez rare parfois. Dans les sources au 15e, c'est assez rare de sentir vraiment les émotions des gens.
Et là, c'est justement une source où on perçoit vraiment l'émotion, y compris à travers les bouts qui sont barrés. Enfin, voilà, je vais vous expliquer. Donc c'est Antonio Moreto qui parle, hein, donc le père. Moi, malheureux père, étant par ses moyens diaboliques et pervers, réprouvé et condamné par tout juge juste et chrétien, et par toutes les lois du monde, privé de mon seul et unique fils. Ça, c'est la première version, mais en fait, il y avait une version barrée. La version barrée, c'est privé de mon très aimé et unique fils, ma seule espérance et repos de mon vieil âge. Privé en même temps de mon argent, de mes biens, des objets de ma maison, privé de tout mon bien et condamné à ne plus jamais vivre content dans le monde du fait de l'œuvre de cette scélérate rigaude. C'est Voilà, donc vrai. c'est une citation que j'aime bien parce qu'on sent bien que c'est un peu compliqué, quoi. Donc on sait pas comment l'affaire se termine, on ne sait pas si les femmes ont été rattrapées, si elles ont été condamnées, donc ça on le sait pas. Mais clairement, la fin, en fait, Antonio Moreto disparaît des sources à partir de ce moment-là. Et dans son dernier testament, on voit en fait que tout son patrimoine est éparpillé, alors qu'il était censé vraiment revenir en ligne directe, hein, à son fils. Mais là, il est complètement éparpillé entre les différents membres de sa famille, et donc c'est la fin de l'empire, ou en tout cas du succès de la famille Moreto à Venise. Et du coup, bah justement, le but, en fait, c'était de se dire qu'il y a tellement de sources qu'on pourrait presque en faire un film et qu'il y a de nombreuses histoires comme ça qui pourraient, bah, qui pourraient inspirer des films, hein. Et donc, la question justement que tu soulevais implicitement, c'est que les, comment dire, les imprimeurs se transmettent leur patrimoine de père en fils et de génération en génération. Et c'est parce que peut-être dans ce milieu, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de problèmes économiques, etc., et financiers. Et c'est peut-être ça justement qui fait la particularité de Venise. C'est pas tout de suite, parce qu'au début, justement, vu que enfin, c'est tout nouveau en fait l'imprimerie, hein. Le premier livre imprimé à Venise, c'est 1469. Et en fait, au début, voilà, il n'y a pas de cadre, c'est vraiment tout nouveau. Et il faut vraiment attendre la fin du XVe et le début du XVIe siècle pour qu'il y ait des gens installés qui réussissent effectivement à transmettre les choses de génération en génération, avec des grandes dynasties d'imprimeurs et de libraires qui perdurent parfois, hein, sur des décennies jusqu'au début du XVIIe, hein, parfois. Et, pardon. Il n'y a pas de souci, je suis pareil. D'ailleurs, si dans le chat vous mettez, si vous donnez des pommes, pour 150 pommes, les personnes du chat peuvent te donner à boire. Donc, si elles sont gentilles, elles vont te donner à boire. C'est gentil. J'ai mon verre de jus de pomme à côté de moi, en fait. Ah là là. Mais Voilà, je pense que tu peux boire. On a dépensé des pommes pour toi, si tu veux. c'est gentil. Mais oui, bah, Antonio Moreto, ça fait partie en fait de la première génération de gens qui essayent de penser la succession. Mhm. Donc il la pense en termes techniques avec son neveu, à qui il a vraiment appris le métier. Et puis il la pense aussi en termes vraiment de patrimoine, qu'il a vraiment constitué. Tu disais qu'il y avait plein de sources. C'est vrai que sur Antonio Moreto, c'est assez impressionnant. On a plein de sources de contrats de vente, de contrats de location, de testaments, qui permettent de voir qu'au fur et à mesure des années, il a acheté des choses à Venise, il a acheté des terres agricoles en terre ferme dont il tire un certain revenu. Et tout ça en vue de le transmettre à son fils, comme ce que font, hein, pas mal de gens à ce moment-là. Mais ça ne marche pas. Voilà. Mhm. Ok. Du coup, j'aimerais juste, comme on en avait discuté, nuancer ce portrait, puisque il y a tout un chapitre qui est dédié, ou une sous-partie dans ton livre qui est dédié à la violence dans le monde du livre. Donc effectivement, il y a des témoignages, mais ça ne veut pas dire que c'est plus fréquent qu'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est à peu près normal ce qu'on trouve comme violence dans ce monde-là, si je ne me trompe pas. Oui, oui, alors c'est hyper dur parce qu'on n'a pas on peut pas faire de stats de criminalité pour Venise au XVe siècle comme on peut en faire aujourd'hui, quoi. Donc c'est assez difficile à dire, mais effectivement, on a des. Enfin, moi, j'ai été assez surprise en fait au début de retrouver des libraires ou des imprimeurs impliqués dans des affaires de meurtre, impliqués dans des agressions. Euh, mais en fait, dans pas mal d'affaires, on se rend compte que c'est des schémas qui sont assez classiques. Euh, une des affaires, par exemple, c'était une soirée entre imprimeurs qui tourne mal, hein, pour le dire vite. On
ils ont fait une soirée où ils ont un peu trop bu et puis il y a la garde de la ville qui passe, probablement pour leur dire de faire moins de bruit et en fait, ça s'échauffe et il y en a un qui donne un coup de couteau à un garde. Mais ça, c'est hyper classique, en fait, des rixes d'artisans contre la garde. C'est quelque chose qu'on retrouve, dans plein de corps de métier. Hem et puis, une autre chose qui m'avait aussi, surprise, alors c'est pas de la violence, mais c'est plus de la criminalité, en tout cas pour l'époque. Il y a pas mal d'imprimeurs et de libraires qui sont poursuivis pour sodomie. Parce que Venise, en fait, à ce moment-là, poursuit de façon, très systématique, le crime de sodomie, alors qu'il peut être plus large que juste l'homosexualité, hein. Ça peut Sûr. comporter, des viols, et cetera. Mais en fait, c'est pas tant les libraires ou les imprimeurs qui sont poursuivis pour ça, mais c'est, vraiment les artisans parce que, Venise a peur, en fait, que les artisans deviennent un peu trop séditieux et donc c'est une forme de répression, de de les accuser de sodomie parce que c'est un crime qui est puni, de façon assez, sévère à Venise. Mais Oui. voilà, effectivement, c'est quelque chose qui est pas propre au monde du livre, c'est vraiment quelque chose qui est propre au monde artisanal, heu, à Venise à ce moment-là. D'ailleurs, du coup, ça m'a fait penser à un truc, donc je suis allé chercher dans ma bibliothèque tout de suite. Si jamais vous cherchez un peu plus dans ce monde de la violence, moi ça m'a fait rappeler le Paris un peu du 15e tel que décrit par François Villon. Et donc, si jamais vous voulez une lecture à ce sujet, je vous conseille le livre de Sophie Cassagne-Brouquet, De moi pauvre, je veux parler. D'ailleurs, Sophie Cassagne-Brouquet a également écrit pas mal de livres sur la place de la femme à l'époque médiévale. Elle a notamment écrit Chevaleresse, une chevalerie au féminin, où elle parle effectivement des interventions de la femme dans la chevalerie et dans la guerre, etc. Tous des milieux en fait que nous pensons actuellement comme réservés aux hommes, mais qui ne le sont peut-être finalement pas trop. Du coup, passons à la question centrale, mais en fait, pourquoi Venise? Pourquoi pas une autre ville? Oui, alors c'est vrai que c'est une question qu'on peut vraiment se poser voilà, quand on ne connaît pas, et c'est normal, la question de l'imprimerie. Alors la première chose, c'est que Venise, c'est la plus grosse productrice de livres à la fin du XVe siècle. Le premier livre imprimé à Venise, c'est en 1469, ça fait déjà quelques années que l'imprimerie, existe en Allemagne. Mais, mais voilà, Strasbourg, en fait, effectivement, va pas avoir autant de, comment dire? D'atouts que Venise. Parce que Venise, donc, va réussir à attirer un certain nombre d'imprimeurs, en particulier allemands et hem et non seulement elle va réussir à les attirer, elle va réussir à les stabiliser, mais elle va aussi leur procurer du capital, beaucoup de capital. Parce que Venise, c'est une ville commerçante, c'est une ville marchande, avec, des gens, très riches, qui sont, susceptibles d'investir, hein, dans une, industrie qui coûte, extrêmement cher, hein. C'est vraiment une industrie, c'est pas comme l'industrie drapière où en fait, ça nécessite pas beaucoup de matériel au début, mais c'est vraiment une industrie qui coûte très cher à démarrer. Et puis voilà, je mets un peu tout en vrac et puis peut-être que Oui, tu pourras me dire quels sont les points que tu veux qu'on développe plus, mais, c'est une ville, c'est une ville où il y a énormément de communautés étrangères différentes. Donc là aussi, ça permet d'avoir de la main-d'œuvre spécialisée pour imprimer dans un alphabet ou un autre, dans une langue ou une autre. Et puis justement pour cette raison-là, c'est aussi une ville qui va pouvoir distribuer des livres dans toute l'Europe, voire dans toute la Méditerranée. Et n'en déplaise aux Strasbourgeois ou aux Dresdois, c'est c'est pas tout à fait pareil quand même au XVe siècle. oui, c'est clair. Je reviendrai sur Dresde si vous voulez, parce que bon, c'est dans mon cœur pour toujours, mais c'est vrai qu'au XVe siècle, Dresde, bon, c'est pas très développé. Dresde commence à être développé à partir du XVIIe siècle, en gros, XVIIe, XVIIIe, notamment au XVIIIe siècle où elle prend la place de capitale de la Saxe. Mais c'est pour une autre fois, voilà, hein. On en parlera parce que l'imprimerie à Dresde, ça quand même, hein, il me semble, hein. Ouais, ouais, de fait. Du coup, les points en fait sur lesquels j'aimerais qu'on s'approfondisse, c'est le point en fait très central que tu avais dans ton livre, c'était d'appuyer sur le fait que Venise ne serait pas devenue la capitale européenne du livre sans la présence importante d'étrangers. Oui, c'est ça. Alors en fait, Venise, faut vraiment s'imaginer au XVe siècle, les historiens ont souvent parlé de ville-monde, en fait, pour Venise, parce que, en fait, au détour de la rue, vous entendez parler, un peu toutes les langues d'Europe, vous entendez parler arabe, vous entendez parler,
judéo-arabe aussi, parce qu'il y a une communauté juive qui s'installe de façon importante au XVIe siècle. Vous avez entendu parler grec, parce qu'il y a une forte diaspora grecque à ce moment-là qui fuit en fait les anciens territoires de l'Empire ottoman et qui arrive en grande partie pour à Venise, enfin, en Italie en général, mais en particulier à Venise. Euh, donc tous ces gens-là, en fait, c'est vraiment des réservoirs de main-d'œuvre pour développer une imprimerie hébraïque, pour développer une imprimerie grecque. L'imprimerie grecque en particulier, qui est très demandée par les humanistes en Italie au XVe siècle à ce moment-là. Donc ça fournit vraiment de la main-d'œuvre importante avec des compétences spécifiques. Et puis il y a d'autres communautés, et donc en particulier la communauté allemande, qui n'a pas juste un rôle linguistique, parce qu'on imprime très très peu en allemand à Venise. C'est pas pour ça que les Allemands sont importants. En fait, les Allemands, ils sont importants parce que d'abord, ils apportent la technique, parce que sinon, en fait, s'il n'y avait pas eu d'Allemands qui est arrivé en Italie, ben, il n'y aurait pas eu d'imprimerie en Italie. Et puis, il y a de très très grands marchands allemands présents à Venise à ce moment-là. Et ces marchands, en fait, vont vraiment alimenter en capital l'imprimerie vénitienne et vont mettre au service de l'imprimerie leurs réseaux commerciaux, qui étaient des réseaux généralistes, qui servaient à vendre de la toile, des habits. Mais ils vont utiliser ces réseaux-là pour diffuser les livres imprimés à Venise, un petit peu partout en Europe. Et vous avez aussi des Français, il y a quelques Français, dont l'un des plus grands imprimeurs vénitiens, Nicolas Janson, qui arrive à s'installer à Venise et à faire fortune à Venise. Donc, tous ces gens-là, en fait, collaborent et coexistent, même si les Italiens finissent par prendre le relais de façon prépondérante à partir de la fin du XVe siècle. Mais là aussi, c'est très peu de Vénitiens. C'est des Italiens, en fait, qui sont milanais, florentins, plutôt du côté de la Savoie. Voilà. Donc, en fait, c'est aussi des Italiens qui sont étrangers d'une certaine manière. Parmi les plus grands libraires vénitiens, en fait, vous avez pas mal de Florentins et de Milanais. Donc, voilà, c'est une industrie qui est intéressante parce que c'est vraiment une industrie et un commerce qui s'est développé grâce aux communautés étrangères sur place, grâce à une immigration qui est arrivée petit à petit, qui s'est alimentée petit à petit et qui a permis le développement d'une industrie du livre très très diverse en fait, par rapport à d'autres villes d'imprimerie, même des grosses villes d'imprimerie comme Rome par exemple. Du coup, là, je pose des questions dans le chat. Donc là, on demandait bien sûr si on imprimait dans toutes les langues. Donc tu as à peu près répondu, plus ou moins. Oui, alors on imprime dans plein de langues à Venise. On imprime quand même beaucoup en latin. Ouais, Donc le gros des impressions à Venise, c'est du latin pour une raison simple, c'est que le latin, ça se vend partout en Europe. Donc vous n'êtes pas limité à un seul marché. Voilà, vous pouvez vendre des traités universitaires, vous pouvez les vendre à Paris, à Oxford, à Cambridge, en Allemagne. Voilà. Donc ça, c'est le gros de l'imprimerie vénitienne, c'est quand même du latin, mais contrairement à d'autres villes, on imprime en arménien, on imprime en grec, on imprime en français, en espagnol, on imprime dans un alphabet croate à destination du marché croate. Enfin bon, voilà, ce genre de choses, quoi. et nous avons aussi Anishka, donc dans le chat aussi Anna et Loïs, qui est spécialisée, donc fait partie de mon groupe de reconstitution, qui donc est notre spécialiste de la musique et harpiste, qui dit qu'effectivement on imprimait aussi la langue musicale donc à Venise. Est-ce qu'il y avait un imprimeur qui s'était spécialisé là-dedans? Alors je sais pas, ça. Si, si, tout à fait, c'est Ottaviano De Petrucci. Donc, j'avais pas vu la question, je suis désolée, Il n'y a pas de mais c'est souci. si elle faisait référence à un imprimeur, c'est tout à fait ça. Euh, donc, un imprimeur du 16e qui met en place en fait une manière d'imprimer la musique. Parce que c'est vrai que les partitions, ça a souvent été un peu un os pour les imprimeurs. Souvent, en fait, ils imprimaient les portées et on rajoutait à la main les notes par-dessus. Et Ottaviano De Petrucci, il arrive justement à faire en sorte qu'on imprime les notes avec, quoi, ce qui facilite évidemment beaucoup les choses. Ouais, effectivement. Et d'accord, je regarde. Non, a priori, on a fait le tour. Euh, donc, ce que j'avais aussi noté, c'est que ce qui fait donc le fait que ce soit Venise, c'est que dans ce milieu-là, c'est un milieu plutôt libre. Il n'y a pas de corporation pour gérer tout ça, et donc la concurrence peut plus librement se développer. Oui, dans une certaine mesure, effectivement. Alors,
En fait, l'imprimerie peut se développer quand il y a des corporations, hein. Ça, c'est pas une D'accord. condition sine qua non. À Paris, par exemple, il y a une corporation dans laquelle l'imprimerie se développe. Et Paris est une des plus grandes villes d'imprimerie en Europe. Elle concurrence Venise et elle dépasse Venise même au 7e siècle. Mais c'est vrai que Venise, au tout début, il n'y a pas de corporation. Il y a un monopole au début qui est accordé à un imprimeur, mais il a la bonne idée de mourir au bout d'un an. Donc, du coup, voilà, c'est free for all, donc tout le monde arrive et c'est vrai que sans doute cette grande liberté d'installation, ça a vraiment permis de lancer les choses en fait, en quelque sorte. Il y a une forme d'émulation entre pas mal d'ateliers, de la concurrence effectivement qui a peut-être contribué à faire baisser les prix des livres, qui a sans doute contribué à un certain nombre d'innovations. Mais ce que je dis souvent, c'est qu'il ne faudrait vraiment pas considérer l'imprimerie vénitienne comme une espèce de paradis néolibéral sans régulation étatique. Et donc, du coup, c'est fantastique, ça permet l'innovation. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a certes des moments où la concurrence est grande et où clairement ça entraîne l'imprimerie. Hein, c'est le cas en particulier des années 1480. Mais en fait, assez rapidement, il y a une forme d'oligopole qui se reconstitue. C'est-à-dire que sans réglementation, en fait, il y a quelques individus qui finissent par avoir des positions dominantes et qui finissent par avoir une influence absolument considérable. J'ai l'impression que ma connexion Oui, elle a a baissé, flanché, mais mais là, elle est j'espère que ça n'a pas revenue. coupé. Oui. Voilà, donc un oligopole avec quelques personnes en fait qui détiennent entre leurs mains une part considérable de l'imprimerie et qui jouent de leur position dominante sur des gens qui sont plus faibles, qui n'ont pas les moyens, par exemple, de financer une édition par eux-mêmes et qui sont obligés d'avoir appel à des investisseurs extérieurs. Et ces investisseurs, en fait, ils vont concentrer entre leurs mains à des collaborations avec 5, 10, 15 imprimeurs différents. Donc, voilà, cette concurrence, c'est vrai que ça a pu faire démarrer les choses, mais au bout d'un certain temps, on voit qu'il y a des effets pervers, hein, en fait, des biais de la concurrence libre en l'absence de régulation. Ça, c'est des phénomènes que les économistes aujourd'hui remarquent aussi, en fait. Donc, je me suis pas mal servi de travaux de sociologie économique et d'économie pour essayer de comprendre ça. Et c'est un phénomène, en fait, assez bien connu et assez bien étudié. Euh, Juste par curiosité, là c'est une question complètement parenthèse, mais combien de temps t'as pris ta thèse? 4 ans et 3 mois. 3 ans et 3 mois? Non, 4 ans et 3 4 mois. ans et 3 mois. Eh bah, moi je connais des gens qui ont fait ça en 7 ans, hein, et c'est assez efficace, hein, parce que là, alors celui-là, en fait, je l'ai emprunté donc à la BNU. Donc ceux qui sont à Strasbourg, qui sont dans le chat, je le repose lundi. Donc si vous voulez aller voir, vous allez voir la bibliographie. Bah, je sais pas combien il y a de pages, et puis c'est écrit petit, quoi. C'est la moitié, hein. C'est la moitié de ma C'est thèse, la en fait. moitié. Mais, Ah là là. mais bon, après, j'ai eu beaucoup de chance parce que, pour la petite histoire, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, hein, mais en fait, ma thèse aurait été absolument infaisable si j'avais pas eu l'aide d'un certain duc de Rivoli qui a vécu à la fin du 19e. Ah, la connexion a reflanché. Je sais pas quand elle revient. Et ce Voilà. duc de Ça Rivoli, y est. Voilà. Le duc de Rivoli qui est au 19e siècle. On en était là. ouais, c'est ça. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi ma connexion est mauvaise comme ça. Oh, il n'y a pas de souci. Mais oui, parce que ce duc de Rivoli, il avait plein de temps et plein d'argent. Et donc, du coup, il a payé plein d'archivistes à Venise pour parcourir toutes les archives de Venise. Et il a fait la liste, en fait, de tous les cartons où étaient mentionnés des libraires, des imprimeurs ou des graveurs Pratique. entre 1450 et 1550. Et en fait, sans ça, ma thèse aurait jamais été faisable. Enfin, Ouais. voilà, jamais. Donc, Effectivement. j'ai eu énormément de chance là-dessus. Euh, du coup, une autre question qu'on s'était posée, alors une question que là je me suis posée, mais en vrai je pense qu'elle se rapproche d'autres questions, c'est est-ce que tu pourrais nous faire le résumé du parcours d'un livre de sa création dans l'atelier jusqu'à ce qu'il arrive dans les mains de son acheteur ou de son commanditaire? Ouais. Alors,
On va prendre le cas d'un livre hyper imprimé, je sais pas moi, genre les décades de Tite-Live. Voilà, les décades de Tite-Live, l'histoire de Rome de Tite-Live, c'est un livre vachement imprimé. Alors souvent, les imprimeurs vont partir d'un manuscrit ou bien d'une édition antérieure, mais pour les toutes premières éditions, ils vont essayer de trouver un manuscrit qui soit à peu près correct. Euh, et puis donc la fabrication dans l'atelier, alors on le voit un peu hein, sur la Ouais, gravure. Il y a les composteurs qui composent le- avec les types, donc avec les caractères d'imprimerie qui composent la forme typographique. La forme typographique ensuite est insérée dans la presse et avec une fois qu'elle est ancrée, c'est ça qui va permettre d'imprimer les pages. Donc c'est une grosse mécanique, hein, les ateliers. Surtout là, c'est un atelier qui est quand même assez développé. Parfois, vous avez des plus petits ateliers avec juste deux, trois presses. Mais à Venise, il y a quand même des ateliers qui sont avec un nombre de presses assez considérable. Et voilà, c'est un peu à la chaîne, c'est un peu le bazar. On a des sources hein, qui nous disent que c'est un peu la foire d'empoigne hein, dans les ateliers à ce moment-là. Mais enfin, voilà, ils arrivent à imprimer tout ça. Les livres imprimés ne sont pas reliés à la fin du XVe siècle. Donc en fait, ils sont vendus soit par l'imprimeur lui-même directement. Souvent, les imprimeurs, ils avaient une petite ouverture sur la rue où ils pouvaient vendre hein, directement aux passants les choses qu'ils imprimaient. Ou bien les imprimeurs vendent leurs exemplaires à des libraires qui voilà, exposent après les livres dans leur magasin. Donc il y a des très grands libraires à Venise avec des stocks extrêmement importants. Et, mais donc dans la plupart des cas, c'est des livres qui ne sont pas reliés, qui ne sont pas décorés. Ça vient après, en fait, quand il y a quelqu'un qui va effectivement acheter le volume et qui va payer pour la reliure, qui va payer pour des enluminures. Quand il a les moyens, évidemment. La plupart des livres n'ont pas de décoration parce que la plupart des gens n'avaient pas les moyens. Mais donc, dans la plupart des cas, les imprimeurs, ils impriment sans connaître leur public, en fait. Et c'est vraiment ça qui différencie l'imprimerie du manuscrit, c'est que dans la plus il y a des exceptions à ça, mais dans la plupart des cas, quand on faisait un manuscrit, ben, c'était sur commande, justement. On savait qui allait l'acheter. Alors que là, l'imprimeur ou le libraire qui commandite une impression, en fait, ils ne connaissent pas les gens qui vont l'acheter. Donc, il faut bien viser. Il faut être sûr d'imprimer un livre qui va se vendre. Il faut être sûr d'imprimer un livre où il y a vraiment de la demande. Et c'est ça qui fait que c'est une industrie qui est vraiment très, très à risque. C'est que vous déployez une somme considérable pour acheter les presses, les caractères typographiques, le papier qui coûte extrêmement cher. Évidemment moins cher que du parchemin, mais bon, ça coûte quand même cher à la fin. Donc vous investissez tout ça pour imprimer 500, 1000 exemplaires et après vous attendez. Et donc il faut attendre que les gens achètent, il faut espérer que les gens achètent et parfois ça s'étale sur 6 mois, un an et demi pour que l'imprimeur arrive enfin à rentrer dans ses frais. Donc il y a des faillites tout le temps. En fait. Parce que bah, les gens, ils ont mal estimé la demande. En fait, ce livre-là se vend pas ou alors pas suffisamment. Mais donc, c'est une industrie à très très haut risque. Mais toujours un peu comme maintenant en réalité. oui. Oui, bah justement, on en parlait la semaine dernière, et là, donc pour ceux qui n'étaient pas là, on parlait de la crise du papier en ce moment, avec les rechutes du Covid, etc. En ce moment, c'est la galère totale pour la plupart des petits éditeurs. Et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie au live de la semaine dernière que vous pouvez retrouver du coup sur la chaîne Twitch ou sur le YouTube. Et tous les liens sont quelque part. Enfin, vous les trouverez facilement. Euh, oui, qu'est-ce que je voulais dire moi? Avant de passer à la question que j'ai vue dans le chat, Pali, il n'y a pas de souci. Euh, j'ai lu dans ton livre qu'il y avait des livres donc, qui étaient imprimés à Venise et qui ensuite partaient dans toute l'Europe. Euh, à quelle occasion? Pourquoi? Qu'est-ce qui les emmenait? Etc. Justement, voilà, il y a les grands marchands ou les grands libraires qui arrivent à avoir des réseaux un petit peu partout en Europe. Alors ces réseaux, ça passe par différentes choses. Parfois, c'est juste qu'ils connaissent un libraire dans une ville. Et donc, du coup, ils vont lui envoyer des caisses de livres que le libraire va vendre avec un pourcentage pour enfin, le libraire va garder un pourcentage et puis le reste de la vente va aller à l'imprimeur. Parfois, c'est
des gens qui vont effectivement se balader de ville en ville ou de foire en foire avec leur stock de livres et qui vont essayer de vendre ça, qui vont les vendre à des colporteurs, qui eux vont aller à un niveau encore plus fin de diffusion du livre, qui vont aller dans les campagnes, par exemple, où on trouve des livres, hein. C'est pas juste quelque chose spécifique aux villes. Les livres imprimés arrivent vraiment dans les campagnes. Euh, donc on a tout un système avec différents niveaux, en fait, soit des libraires, soit des gens qui, bah, des envoyés en fait, hein, commerciaux, soit des colporteurs. Et alors concrètement, c'est des balles de livres, hein, en fait, qui sont envoyées. Alors on a plutôt des informations concrètes pour la période d'après, donc la fin du XVIe et le XVIIe siècle. Mais pour cette période-là, c'est des collègues qui m'avaient montré ça. On a des gravures qui montrent des tonneaux qui sont remplis de livres, mais encore une fois, ils ne sont pas reliés, les livres. Donc en fait, les feuilles, elles rentrent, enfin, elles prennent la forme en fait, hein, du tonneau. Euh, alors parfois, c'est des choses plus carrées, plus comme on pourrait s'y attendre, hein, des balles plutôt rectangulaires, euh, et qui sont rembourrées avec de la paille, avec des trucs pour empêcher l'humidité, enfin voilà, ce genre de choses, quoi. Mais on a aussi des sources qui nous disent que parfois les livres arrivent en mauvais état, qu'ils sont abîmés. Donc ça, enfin, le transport de livres, c'est quelque chose qui est assez dangereux pour les livres, clairement. Hmm. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de points communs, hein, avec le système actuel finalement. Et du coup, la question de Pali qui était dans le chat, c'est qu'est-ce qu'il y a comme best-seller à l'époque? Le premier best-seller, c'est la Bible. Voilà, donc ça, c'est vraiment le best-seller ultime, c'est la Bible. Mais, euh, mais bon, il y en a d'autres quand même. Alors Venise, justement, vu que c'est des imprimeurs qui essayent de vendre un peu partout, justement, ils essayent de flairer les trucs qui vont se vendre de façon assez homogène partout en Europe. Donc, de façon pas très surprenante, en fait, hein, les choses qui se vendent bien, c'est les ouvrages universitaires, donc les grandes sommes théologiques ou juridiques. Euh, Après, les choses qui se vendent bien aussi, c'est les bréviaires. Donc, tout ce qui est destiné, en fait, au personnel ecclésiastique, ça se vend bien. Et puis, de plus en plus, en fait, au fur et à mesure que le coût du livre baisse, et où, du coup, vous allez avoir des franges de plus en plus larges, hein, de la population qui vont avoir accès aux livres, ça change un petit peu. On va avoir par exemple des livres de piété, mais personnels, pas des livres qui sont destinés à la messe ou qui sont destinés aux ecclésiastiques, mais vraiment des livres qui vont expliquer comment être un bon chrétien. Un des plus grands best-sellers de la fin du Moyen Âge et donc aussi au début de l'imprimerie, c'est un texte qu'on appelle L'imitation de Jésus-Christ, qui est un texte en vernaculaire, donc qui n'est pas écrit en latin, qui a été écrit aux Pays-Bas, mais qui est traduit très très rapidement dans plein de langues. Et c'est vraiment un texte de piété voilà, personnelle sur comment être un bon chrétien, et il y en a pas mal comme ça qui se développent. Et puis, il va y avoir de la littérature de loisirs, je dirais, ou en tout cas voilà, d'agréments, qui vont aussi bien se vendre, des romans de chevalerie, il y a aussi pas des choses en latin, mais ça arrive vraiment plutôt au XVIe siècle, quand le prix du livre a vraiment baissé et, euh, et quand les principaux acheteurs, en fait, c'est plus juste les universitaires, mais c'est la bourgeoisie urbaine ou la classe de paysans aisés, voilà, des gens qui ont envie de lire des livres agréables avec des illustrations et pas chers. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement un lien alors, c'est question parce que je ne sais pas s'il y avait une université à Venise, mais il me semble pas. Est-ce que justement le développement des imprimeries euh, se superpose avec la cartographie des universités? Parce que je sais personnellement, comme je travaille sur Leipzig, que bah, ils se sont procurés très vite une imprimerie là-bas pour les travaux universitaires de leur université. N'hésite pas à boire un coup, hein. T'inquiète. Et voilà. Et du coup, je me demandais s'il y avait un lien. Alors, il y a un lien, mais il n'est pas direct. En fait, Venise, effectivement, il n'y a pas d'université à Venise, mais il y a une université à Padoue, Ouais. qui est en fait l'université d'État de l'État vénitien. Les Vénitiens sont obligés d'aller à l'université à Padoue. Ils ne peuvent pas aller dans une autre université. Donc, voilà, Padoue, c'est vraiment juste à côté de Venise, donc c'est tout comme s'il y avait une université à Venise, en réalité.
Paris développe aussi beaucoup son imprimerie en lien avec la Sorbonne, enfin en lien avec l'université de Paris plutôt. Donc, donc clairement, ça donne un intérêt en fait pour les imprimeurs pour s'installer et pour se développer. Euh, les gros centres, vraiment, enfin j'essaye de réfléchir en même temps, hein, mais Mmh. vraiment les gros centres d'imprimerie en Europe, c'est vrai que c'est très lié à l'imprimerie, mais pardon, à l'université. Mais c'est vrai que ce qui est très surprenant dans les débuts de l'imprimerie, encore au XVe siècle, c'est qu'il y a parfois des presses dans des trous paumés, quoi. Mais vraiment dans des toutes petites villes où on pas du tout quel est l'intérêt. Et en fait, c'est sûrement qu'il y avait une demande locale que nous, on perçoit plus maintenant, mais Mmh. voilà. Mais donc voilà, c'est bien aussi de s'intéresser, là, moi, c'est des choses que je suis en train de faire en ce moment dans mes recherches, mais de s'intéresser pas simplement aux grands centres, mais aussi aux petits centres, parce que c'est aussi ça qui fait le dynamisme de l'imprimerie en Europe à la fin du XVe siècle. Et c'est pas juste l'imprimerie. Parfois, il y a vraiment une demande locale assez spécifique. On peut pas comprendre si on regarde juste, voilà, les gens qui impriment des bibles ou bien des traités théologiques. Mmh. Ton anecdote me rappelle personnellement dans le monde des universités, l'université de Cahors. Parce que, bon, actuellement, Cahors, enfin, c'est Cahors, quoi. Et, euh, et s'imaginer que, voilà, une des rares, enfin, une des universités françaises de l'époque était à Cahors, aujourd'hui, ça nous paraît complètement bah, fou, quoi. Enfin, pas logique, puisque, en fait, bah, la ville a décru drastiquement depuis. Voilà, ça me rappelait ça. Euh, Ce qu'on fait aussi dans la... Lorsqu'on a des interviews régulièrement, enfin du coup c'est la deuxième, mais on l'avait fait lors de la première aussi, c'était de demander bah, où est-ce que toi tu trouvais tes sources, ou dans l'idée où est-ce que des gens comme moi et les gens dans le chat pourrions trouver des sources. Et là j'avais Anishka qui demandait, donc qui disait: Je suis à la recherche d'un livre imprimé à Venise à la fin du XVIe siècle. Existe-t-il une base de données ou plateforme type Gallica où je pourrais le lire? Les livres imprimés, c'est plus facile quand ils sont du XVe siècle. Je suis Ah, désolée, je botte un peu en touche. Mais parce qu'au XVe siècle, en fait, il y a un site qui s'appelle ISTC, donc Incunabula Short Title Catalogue, STC, euh, qui recense en fait toutes les éditions connues du XVe siècle. Toutes les éditions incunables, hein, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et donc, à partir de ce catalogue-là, il y a souvent les liens vers les numérisations. Alors, les numérisations, c'est très difficile de les trouver comme ça. Il faut vraiment passer par un catalogue. Parce qu'après, ça dépend de chaque bibliothèque, chaque institution. Pour le XVIe siècle, c'est beaucoup, beaucoup moins complet, parce que bah, forcément, il y a beaucoup plus d'éditions, donc c'est beaucoup plus compliqué de faire un inventaire complet. Et ça existe quand même, pas complet, mais voilà, il y a un inventaire qui est en train d'être alimenté petit à petit. Ça s'appelle USTC, donc Universal Short Title Catalog. C'est une interface qui est en anglais, qui est assez intuitive, et donc qui permet de retrouver des éditions. Mais il faut bien avoir en tête que c'est pas complet. Donc, si on ne trouve pas l'édition dans ce catalogue-là, ça ne veut pas dire que l'édition n'existe pas. C'est juste que peut-être elle n'a pas été cataloguée encore. hmm, Et donc, à travers ce catalogue, là aussi, il y a des renvois vers les numérisations. d'accord. Bon, bah, j'espère que Anishka, tu as reçu ce que tu voulais. Euh, oui, alors, j'avais des questions aussi que j'ai reçues par message. Donc là, c'était Blau qui est peut-être encore dans le chat. Qui nous demandait. euh, alors, du coup, je ne sais pas si tu as la réponse, je te la posais tout à l'heure, mais donc, au vu du caractère maritime, est-ce qu'il y avait des zones de stockage particulières propres au livre, puisque bah, par rapport à l'eau, la pourriture, la moisissure, etc., on stockait logiquement différemment des livres que du poisson. Alors, le problème, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose, parce qu'on n'a pas conservé en fait les entrepôts pour le XVe siècle, même pour les périodes ultérieures,
Venise, en tout cas, moi, j'ai pas, je ne connais pas d'entrepôt qui ait été conservé. Les entrepôts, souvent, c'est réutilisé, peut-être pour des livres à un moment, mais après, pour plein d'autres choses, quoi. Donc, par contre, on sait qu'il y avait des entrepôts, ça, on le sait dans les sources. Par exemple, Antonio Moreto, dont on parlait tout à l'heure, dans ses lettres, il parle bien de ces entrepôts. Donc, il y a bien des lieux de stockage spécifiques pour ces livres, sous clé, etc. Alors, comment est-ce que c'était organisé à l'intérieur contre l'humidité? Ça, très franchement, j'en sais rien. Mais j'imagine que c'est pas très différent des entrepôts aujourd'hui encore, y compris à Venise. Donc voilà, à Venise aujourd'hui, si vous y allez, voilà, les choses sont surélevées, il y a des systèmes pour empêcher l'eau de passer quand il y a une aqua alta. Donc c'est des systèmes qui sont très artisanaux, quoi. Donc je pense que c'était pas très différent au 15e ou au 16e siècle. Hem, mais voilà, on a très peu de sources en fait pour le savoir. La seule chose pour laquelle on a des sources, c'est dans les magasins. Où là, on voit comment les livres pouvaient être stockés. Et là aussi de façon assez, classique, c'est-à-dire qu'il y a des étagères et puis il y a les livres qui sont, les uns sur les autres, et le libraire, il a son catalogue qui lui permet d'aller chercher rapidement les choses, quoi. Mais sur les entrepôts, c'est vrai que c'est une bonne question, mais voilà, on n'en sait pas grand-chose malheureusement. Oui, bah, c'est là aussi tout l'intérêt de ces lives et peut-être aussi de la chaîne que tu mènes avec d'autres historiens et historiennes, de se dire que bon, bah, parfois on est aussi limité par les sources. Et c'est bien de dire qu'on ne sait pas. Du coup, tout le monde, je voulais juste vous demander, alors attention, j'espère que je vais pas me tromper de côté, non, c'est voilà, c'est de ce côté-là, à regarder un peu plus près du coup la gravure qu'on a, puisqu'il y a quand même pas mal de gens dans cette imprimerie. Et du coup, Catherine, je voulais te demander comment ça s'organise une imprimerie dans le sens, qu'est-ce qu'il y a, enfin, qui y a-t-il dans une imprimerie? Quelles sont leurs fonctions? Parce que j'avais lu qu'il y avait pour les plus grosses parfois, ou en moyenne, je sais plus, une trentaine de personnes dans une imprimerie. Oui, alors ça, c'est des chiffres qu'on donne parce qu'on voilà, il y a certaines imprimeries pour lesquelles on a des sources un peu précises. Alors, ce qui est certain, c'est que pour n'importe quelle imprimerie, il faut compter environ 3 ouvriers par presse. Donc 3 ouvriers par presse parce que déjà rien que pour actionner la presse, il faut, donc celui, au centre de l'image là, qui est en train d'actionner le Ouais, papier, ok. heu, voilà, c'est le presseur. Il faut un ouvrier pour ancrer, donc celui qui va mettre de l'encre, hein, sur la forme typographique avant l'impression. Et puis il faut quelqu'un pour composer le texte. Ça, c'est les personnages qui sont plutôt sur la gauche, hein, de l'image. Parfois, vous pouvez avoir une troisième personne qui n'actionne pas la presse et qui n'encre pas, mais qui pousse en fait, hein, la forme typographique pour aller plus vite. Donc, qui pousse pas la forme typographique, qui pousse le chariot avec le papier. Donc voilà, pour imprimer vraiment à la chaîne, il y a quelqu'un qui peut s'occuper du papier pendant que les autres encrent et pressent. Donc voilà, c'est au minimum 3 ouvriers par presse. Euh, et puis, en plus de tout ça, dans l'atelier, il y a les gens qui corrigent, parce qu'on corrige les épreuves, comme encore aujourd'hui, hein, mais donc ça veut dire qu'il y a des gens dans l'atelier qui sont là avec les feuilles qui viennent de sortir de la presse et qui corrigent frénétiquement les erreurs avant de pouvoir corriger justement la forme typographique avant qu'il y ait une nouvelle impression qui soit faite. Vous avez des gens qui vont assembler les cahiers, donc les livres, hein, à l'époque médiévale, encore jusqu'à l'ère industrielle, hein, en fait, c'est des livres qui sont formés par des cahiers qui sont ensuite reliés ensemble, mais les feuilles, c'est des feuilles de papier pliées en deux qui sont assemblées en cahiers. Et donc, il faut mettre les feuilles dans le bon ordre, par définition. Donc, il faut que quelqu'un s'occupe de remettre tout ça dans le bon ordre. Il y a tout un système, hein, de codes qui sont mis pour faire en sorte que les choses se fassent facilement. Et puis au milieu de tout ça, il y a aussi, les gens qui nettoient, les gens, qui préparent l'encre, les gens, qui font les fenêtres. Enfin voilà, il y a une vie, hein, de l'atelier. Il y a dans les plus grosses maisons d'édition, dans les plus grosses maisons d'imprimerie, pardon, il y a des servantes ou des serviteurs, qui s'occupent aussi de l'intendance, disons, générale de la chose. Et Donc voilà. il y a aussi parfois, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'auteur du texte parfois aussi? Oui, parfois oui. Oui, oui. Alors une des sources, qu'on connaît, c'est Erasme, qui raconte comment c'était quand il était justement chez son imprimeur Aldmanus à Venise. Et lui, clairement, il dit qu'il était dans l'atelier,
il relisait avec l'imprimeur les différentes versions du texte. Donc l'auteur peut être là. C'est pas toujours le cas, hein, c'est quand même relativement rare que l'auteur Mhm. soit là, mais dans certains cas, comme des grands auteurs comme Erasme, il y a une collaboration vraiment avec les imprimeurs. Et donc toutes ces personnes, elles dorment sur place ou alors c'est séparé? Est-ce que c'est en fait comme une seule maisonnée où il y a une communauté véritable ou pas? Oui, très souvent, oui. Euh, alors souvent dans les, alors faut que ça reste de taille raisonnable, hein, évidemment. Il y a l'un des plus gros imprimeurs en fait en Europe, il n'est pas à Venise, il est à Nuremberg. Mais donc il s'appelle Koberger et lui, par contre, il devait avoir une bonne centaine d'ouvriers, donc je pense qu'ils dormaient pas tous chez lui, quoi. Mais, mais par contre, à Venise, ça reste voilà une trentaine de personnes. Les ouvriers dorment normalement sur place, donc il y a des logements qui sont prévus pour eux. Ils mangent à la table des maîtres, pas toujours très bien, mais enfin, on sait manger. Euh, donc oui, les ateliers à l'époque médiévale, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que les maîtres et les ouvriers partagent vraiment un lieu de vie. Alors parfois, il y a une maison séparée de l'atelier, hein, tout n'est pas forcément mélangé. Très souvent, le logement et enfin, le gîte et le couvert en fait, hein, sont inclus. Ouais, donc faut vraiment s'imaginer en fait une véritable communauté, enfin plus ou moins soudée, une imprimerie, c'est 30 personnes qui vivent Ça peut ensemble, quoi. déraper aussi. Oui. Bah, Admanus, justement, dont on parlait, il a probablement eu à faire face à des grèves de ses ouvriers parce qu'il les traitait trop mal. Ah, ah, voilà. Parce il les faisait trop travailler tout le temps. Apparemment, c'était un patron horrible, quoi. C'est un patron hyper exigeant, y compris avec lui-même, hein, mais avec ses ouvriers en particulier. Et en plus, les ouvriers mangeaient ultra mal. Donc, et vraiment à la limite ils étaient à la limite d'être affamés, quoi. Et c'était des choses assez ignobles à manger. Donc, il y en a qui se sont mis en grève, il y en a qui sont partis chez la concurrence. Enfin, voilà, ça peut exploser, quoi. Eh ben, ça rappelle aussi ce qu'on a vu la semaine dernière. On a vu un compte Instagram qui s'appelle Balance ton éditeur et qui donc partage de manière anonyme tous les témoignages de harcèlement et de remarques misogynes, racistes, etc. qui ont cours dans les grandes maisons d'édition. Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages de harcèlement ou de trop de pression, justement, de gens qui quittent, qui démissionnent, etc. Donc voilà, encore un petit point commun. Bon alors, je pense qu'on a fait le tour à peu près du sujet dans le chat. Dites-moi si vous avez des questions, c'est le moment avant qu'on passe du coup au petit tract sur Zemmour. Euh, D'ailleurs, là, je regarde, en attendant les questions, je regarde l'illustration, mais un des composeurs, me semble, donc au premier rang, celui qui est à gauche de l'enfant, porte une dague à sa ceinture. Euh, est-ce que est-ce que c'est normal ou est-ce que je sais pas, ça traduirait quelque chose? De fait, c'est un peu bizarre. Après, je me souviens plus exactement. Je crois que c'est une gravure qui est allemande. Euh, le port d'armes est peut-être. Enfin, je me souviens plus exactement des réglementations de port d'armes dans les Allemands. Mais, euh, mais c'est un signe de statut social quand même. Donc, alors, les composeurs, ils sont. C'est comment dire? C'est pas l'ouvrier de base parce que c'est des gens qui, à minima, savent lire et écrire. On n'a pas besoin de savoir lire et écrire pour actionner la presse. Par contre, pour composer un texte, oui. Enfin, en tout cas, il vaut mieux, quoi. Sinon, c'est un peu un Ouais. problème. Mais donc, c'est un ouvrier qualifié, mais là, c'est vrai qu'il est habillé de façon assez bourgeoise. Euh, donc je ne saurais pas dire exactement. Ok. Bon, après, ça, c'est aussi une gravure, hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Distance à voir avec ça. Bon, bah, Ouais, ouais, non, je clairement. vois qu'il n'y a aucune question qui vient, donc ça veut dire qu'on peut passer à la troisième partie, partie 3, chers amis. Euh, alors, euh, donc là, on change de sujet, enfin plus ou moins. Donc on quitte la Venise des livres toujours pour rester dans l'histoire et justement pour être en lien avec. Ah, alors juste petite question, de quand date cette gravure? Elle date du XVIe siècle, hein.
Voilà, voilà, du 16e. Donc, voilà, de comment on traite l'histoire, et c'est évidemment le lien est facilement faisable avec la chaîne Twitch, ça coule de source. Euh, alors, Palicraft demande 3 secondes si on n'a pas de quelque chose de plus précis à part 16e siècle. Enfin, moi, je la connais, cette gravure, mais je me souviens plus du tout de la date précise, mais je sais qu'elle est sur Wikipédia. Donc, c'est facile à retrouver. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que ça doit dater à peu près du milieu du 16e, hein, mais Ouais. je me souviens plus exactement. Je regarde moi où je l'ai prise. Oui, alors de ce que moi j'ai, c'est 1580, 1605. Voilà, pour répondre à la question. Donc voilà, donc reprenons. Donc voilà, donc Zemmour contre l'histoire, ce tract est sorti il y a peu en réaction aux propos du candidat et du politicien, du coup maintenant Éric Zemmour, qui a quand même une nette tendance à déformer l'histoire pour défendre ses propos et son idéologie. Donc je rappelle que sur cette chaîne, on ne fait pas de politique et on critique tous les politiciens comme il se doit lorsqu'ils font une erreur historique. Euh, mais il se trouve que justement c'est ce que je voyais aussi dans la vidéo que Manon Bril a faite dessus, c'est que Zemmour c'est quand même celui qui fait le plus de bourdes sur ce sujet et que donc c'est pour ça qu'on en parle. Donc d'abord, est-ce que tu pourrais nous en dire davantage justement sur ce tract, le présenter, etc., etc. Oui, bien sûr. Alors, c'est un tract qu'on a écrit à 15. Voilà, moi je suis seule là, mais c'est vraiment un travail collectif. Il y a 19 chapitres, si je me souviens bien, dedans. Et en fait, le but, c'était voilà, de poser les choses de façon assez calme, pour essayer de reprendre un certain nombre de points dans les discours de Zemmour ou dans les écrits de Zemmour qui parlent de l'histoire et où c'est objectivement faux, où c'est pas juste du domaine de l'interprétation. Voilà, il y a vraiment des choses qui sont objectivement fausses et où non seulement c'est faux, mais ça, ça sert en fait une, je vais y arriver, une idéologie raciste, misogyne, qui nous semble par ailleurs, en tant que citoyens, extrêmement problématique. Mais la base, c'est vraiment de partir de choses factuelles. Parce que voilà, c'est assez facile toujours de dire oui, mais ça c'est l'interprétation, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux. Voilà. En fait, en histoire, il y a évidemment des choses qui relèvent de l'interprétation, ça c'est certain, mais il y a des choses qui sont vraies ou fausses. Un exemple qu'on avait pris avec Florian Besson et c'est c'est un peu un point Godwin, mais ça permet quand même, à mon avis, de replacer les choses. Sur la Seconde Guerre mondiale et les camps, par exemple, c'est vrai qu'il y a eu des camps de concentration et qu'il y a eu des camps d'extermination. Ça, c'est juste une donnée factuelle. Par contre, si on essaye d'expliquer pourquoi, si on essaye d'expliquer les motivations des gens à l'intérieur, tout ça, ça relève de l'interprétation. Et là, il y a pas mal de choses qu'on peut essayer de discuter. Il peut y avoir des débats historiographiques, y compris entre historiens. Voilà, donc Zemmour, il y a des choses qui sont factuellement fausses. Et ça nous semblait important, en tant qu'historiens et historiennes, de rappeler que l'histoire, on ne peut pas juste dire n'importe quoi. Que ça se base sur des sources, justement, que ça se base sur un certain nombre de compétences parfois techniques, c'est-à-dire que si on veut parler de l'histoire médiévale et regarder les sources médiévales, souvent ça nécessite de savoir faire de la paléographie, on en parlait tout à l'heure, ça nécessite d'avoir des bases de latin, d'avoir des bases d'un certain nombre de langues. Donc c'est des compétences qui s'acquièrent, dont les historiens universitaires n'ont pas le monopole. Il y a plein de gens qui ne sont pas tamponnés historiens universitaires, qui ont plein de compétences là-dessus. Mais ces compétences-là sont malgré tout nécessaires pour ne pas raconter n'importe quoi. Donc voilà, donc ça nous semblait important de faire ce travail-là aussi. Alors voilà, on ne convaincra pas les convaincus, mais plutôt pour donner des arguments en fait, aux gens qui lisent, voilà, par exemple, que Zemmour a dit qu'on ne savait pas trop si Dreyfus était coupable ou pas. Et donc ils se disent: «Ah bah oui, peut-être, en fait, il a raison». En fait non, enfin, en fait, Dreyfus est innocent et ça, c'est prouvé, et voilà, et donc le but, c'était aussi de donner des outils
à des gens qui peut-être douteraient ou à des gens qui aimeraient discuter de ce genre de choses. Bien sûr. Et à ce sujet, justement, donc dans ce petit tract, tu es à l'origine l'auteur ou l'autrice plutôt du deuxième article, il me semble. Non, troisième, pardon. Donc celui sur Saint-Louis. Juste avant que tu en parles, je me permets de lire la citation issue de Destin français d'Éric Zemmour. Le roi de France descend du roi David. Le peuple français descend du peuple d'Israël. La langue française même, au-delà de ses origines latines ou grecques, tire sa source de l'hébreu. Rien n'arrêtera les historiographes des monarques capétiens dans la quête de leurs racines juives. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Oui, bien sûr. Alors, c'est dans un chapitre qui s'intitule Saint-Louis, le roi juif, euh, alors le titre est volontairement provocateur, hein, euh, et où en fait, Éric Zemmour, dans Destin français, reprend un épisode du règne de Saint-Louis qui s'appelle le brûlement du Talmud, où en fait Saint-Louis convoque une sorte de débat entre des rabbins juifs et des théologiens catholiques pour déterminer si le Talmud, qui est un écrit juridique, une compilation, un écrit très important dans les études juives, si c'est un livre qui doit être interdit ou non. Est-ce qu'il y a des écrits blasphématoires en fait contre la religion chrétienne dedans ou non? Évidemment, le débat se termine par oui, c'est blasphématoire, oui, le Talmud doit être interdit, le Talmud est brûlé. Et quelques années plus tard, il y a l'expulsion des Juifs du Royaume de France. Donc Éric Zemmour, en fait, reprend ça. Il ne nie pas les persécutions des Juifs, mais il les minore. Il dit que, bon, en gros, littéralement, hein, dans son texte, à un moment, il dit qu'il y a deux, trois Juifs qui sont brûlés, mais à peu près tout. Euh, et, mais en fait, il justifie les persécutions des Juifs par l'envie et le trop grand amour, en réalité, de la monarchie chrétienne envers les Juifs. Et il mène toute une réflexion en citant certaines historiennes, mais en déformant complètement ce qu'elles disent, ce qui, moi, personnellement, m'a rendue folle. Ici, des historiennes en disant, voilà, en fait, à ce moment-là, la monarchie capétienne, elle s'invente des racines juives, et donc ça veut bien dire que, en fait, Saint-Louis, il aimait trop les juifs. Et quand on aime trop, en fait, on est jaloux et donc on persécute. Alors, c'est pour ça que il y a cette citation qu'on a reprise et où il reprend toute cette invention d'un héritage biblique, en fait. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, la monarchie capétienne s'invente un héritage biblique, s'invente comme les successeurs du roi David, invente qu'il y a des mots d'hébreu dans le français. Donc ça, c'est vrai. Ça, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait vrai. À ce moment-là, les historiographes médiévaux inventent tout ça. Mais là où, en fait, il fait une énorme confusion, c'est qu'il confond cet héritage biblique qui est revendiqué, et avec des grandes figures comme le roi David, hein, évidemment, ou Salomon, avec l'idée d'un héritage juif. C'est très différent en fait, un héritage, enfin, l'idée d'un ancêtre biblique ou l'idée d'un ancêtre juif. À aucun moment la monarchie capétienne ne se considère comme juive. À aucun moment la monarchie capétienne ne considère que le peuple français est juif. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est qu'il y a des ancêtres bibliques. Donc on gomme en fait le fait que forcément David il est juif. Ça, il n'y a pas de question là-dessus. Mais à aucun moment, la monarchie chrétienne ne se considère comme juive, jamais. Et en fait, c'est ça que Zemmour est en train de dire. Alors pourquoi il fait ça? En fait, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il entretient cette confusion entre qu'est-ce qui est juif, qu'est-ce qui est biblique, qu'est-ce qui est mythique, et qu'est-ce qui relève du peuple juif qui est présent à ce moment-là dans le royaume de France. Alors il fait ça déjà pour minorer les persécutions. Et là-dessus, c'est là où il y a un vrai problème de compétence en fait, historienne, c'est que, en fait, les persécutions juives, elles sont quand même très, très bien attestées. Elles sont tellement attestées qu'on a une expulsion de tous les juifs de France, alors j'avais noté la date, en 1254, par Hmm. Saint-Louis, qui est une vraie expulsion, quoi. Enfin, Est-ce que ça a un pas lien avec les grandes ordonnances? Avec la grande ordonnance de 1254?
Oui, alors c'est dans la lignée en fait D'accord. de la grande ordonnance. C'est une volonté de purification en fait du royaume. Saint Louis, d'après les gens qui écrivent sur lui à ce moment-là, il n'a pas de mots assez durs pour qualifier la souillure que représentent les Juifs. Et le fait même de parler en ces termes, ça montre bien que dans sa tête, bah, le roi David, en fait, il n'est pas vraiment juif. Enfin, voilà, il y a bien une distinction très nette entre ce qui relève de l'histoire biblique et ce qui relève des Juifs qui sont actuellement présents dans le royaume de France. Donc il les expulse. Et en fait, il y a plein d'historiens qui ont démontré, à partir des sources, à partir notamment des édits d'expulsion, que la monarchie capétienne se sert des expulsions des Juifs pour affirmer son autorité sur le royaume. Il y a une historienne en particulier qui s'appelle Juliette Sibon qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc là, voilà, ces expulsions, elles ont lieu et elles sont importantes et elles ont des conséquences très importantes sur la vie des communautés juives. Donc, en fait, Éric Zemmour essaye de minorer toutes ces persécutions-là pour essayer de créer une forme de symbiose entre la monarchie chrétienne et le judaïsme. Parce que, évidemment, lui, son horizon, son idéal, c'est la monarchie chrétienne. Et en même temps, il considère aussi que les Juifs, et en particulier les Juifs à travers Israël, aujourd'hui, c'est une forme souhaitable de nationalisme. Donc là encore, c'est pas moi qui invente, hein, c'est lui qui le dit dans le chapitre de Destin français. Et donc pour lui, en fait, il faudrait créer une forme de mix entre la monarchie chrétienne de droit divin qui unifiait la nation française, comme Saint Louis supposément a su le faire, et le nationalisme juif. Et donc pour ça, évidemment, le fait que la monarchie chrétienne ait persécuté les juifs, c'est problématique. Donc il essaye de régler un petit peu cette question-là. Et à terme, en fait, voilà, on est vraiment en fait dans quelque chose d'assez classique dans l'extrême droite française, qui est une forme de convergence des filtres en quelque sorte entre l'extrême droite classique européenne et l'ultranationalisme juif. Donc voilà, c'est des choses qu'on retrouve pas simplement chez Éric Zemmour, mais aussi chez d'autres personnes. Voilà. J'espère que Euh, c'était à peu près clair. je pense que c'était clair dans le chat si c'était clair, mais est-ce que, alors juste avant de lire la question de Pali, euh, alors je sais plus si mes souvenirs sont bons, mes souvenirs de prépa sur Saint-Louis, mais est-ce que c'est pas lui qui avait fait porter pour la première fois une marque distinctive aux Juifs? Alors je sais plus, donc c'était pas l'étoile jaune, mais c'était un tissu jaune à porter sur leurs vêtements, quelque chose comme ça? Alors, en fait, c'est une règle qui est instaurée par l'Église euh, depuis 1215 et qui est D'accord. censée s'appliquer à toute la chrétienté. De, pardon, de porter un signe distinctif. Alors en France, c'est effectivement la rouelle, qui est Ah oui. un cercle jaune que les juifs doivent porter sur leurs vêtements. Dans d'autres régions, c'est autre chose. C'est plutôt des chapeaux, des voiles. D'accord. Mais, euh, mais donc, c'est pas le premier, mais effectivement, Saint-Louis, c'est probablement le premier roi à avoir une vraie volonté d'appliquer cette réglementation. Parce qu'en fait, une fois que la 34 dit OK, tous les juifs doivent avoir un signe distinctif, en fait, la plupart des dirigeants, ils ont d'autres chats à fouetter, quoi. Donc, Hmm. c'est pas forcément leur priorité. En revanche, Louis IX, effectivement, va s'en préoccuper. Du coup, la question de Pali, si j'ai bien compris, donc c'est surtout les Juifs de Jésus et d'après que les Capiciens n'aiment pas. Non. Vérification. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Parce qu'en fait, les juifs d'après, c'est des juifs qui ont pas reconnu le Christ. Hmm. Mais en fait, dans la pensée médiévale, il y a vraiment l'idée qu'il y a une souillure vraiment intrinsèque. Alors, c'est quelque chose qui se développe beaucoup à partir du XIIIe et puis encore plus au XIVe et au XVe siècle. Vraiment une souillure intrinsèque au fait d'avoir été juif. Donc, c'est pas quelque chose qu'on enlève à partir du moment où on se convertit, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui reste encore très marqué. Et c'est pour ça que voilà, les rois bibliques, en fait, ils sont jamais vraiment considérés comme juifs. Hmm. Donc c'est vraiment de la malhonnêteté d'assimiler les deux. Parce que il y a vraiment une question de c'est pas simplement du prestige, mais c'est une différence de nature, en fait. Hmm. C'est vraiment pas la Ouais. même chose. Et honnêtement,
pour étudier l'université, tout simplement, pour avoir eu des cours sur l'université, logiquement, comme je suis en train de bosser pour mon mémoire dessus, et du coup des cours de théologie aussi. Je ne peux que confirmer cette version des faits, hein. C'est-à-dire que dans les sources, on cherche une légitimation biblique, et il y a vraiment une différence entre voilà, la, la- la Bible et les Juifs, hein, les origines bibliques et juives, hein. Il y a quand même une très très grande nuance. Euh, donc voilà. C'est pour ça que tu vois la dernière phrase de la citation, alors je l'ai plus sous la main là, mais Bah attends, je la l'ai, dernière. je peux Oui, la lire. Rien n'arrêtera les historiographes des monarques capétiens dans la quête de leurs racines juives. c'est ça. Donc, des racines juives, en fait, c'est là où c'est factuellement faux. Mm. Et c'est là où c'est pas juste de l'interprétation, c'est que de dire qu'il y a des racines juives à la monarchie chrétienne, c'est quelque chose qui aurait été, enfin, absolument incompréhensible et Mm. impensable pour des monarques chrétiens de droit divin. Voilà. C'est pas pensable. Ouais. Ok, donc, eh ben, on arrive lentement à la fin, il est 20h55, 54. Est-ce que tout le monde, vous avez des questions? Ah, voilà, nous avons une grande question de Anishka. Alors, une question, ou plutôt une remarque, je ne sais pas. Qu'est-ce qui cloche dans l'enseignement de l'histoire à l'école pour qu'il y ait autant de gens qui gobent les bêtises du zigoto? Ouais, j'en ai marre des classiques Zorglub et Gargamel. D'accord. C'est une bonne question. Qu'est-ce qui cloche dans l'enseignement de l'histoire pour qu'on puisse croire ça? Ouais. Alors, il y a sûrement plein de choses à améliorer dans l'enseignement de l'histoire depuis, enfin, de tout temps, je dirais, mais en France ces dernières années. Mais je pense en fait qu'il ne faut pas faire porter le chapeau seulement à l'enseignement de l'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, je pense que l'une des raisons pour laquelle les gens gobent ce que Zemmour dit, ou d'ailleurs ce que d'autres gens disent à d'autres moments, euh, c'est que la distinction entre le vrai et le faux n'a plus de valeur. Alors, moi, c'est quelque chose qui me frappe énormément depuis quelques années sur les réseaux sociaux. Parce que bon, je suis assez active sur Twitter et j'ai longtemps participé à un blog qui s'appelle Actuel Moyen Âge, et qui est aussi très actif sur Twitter. Et, et bon, on s'était pris un certain nombre de volées de trolls zémouriens depuis, déjà il y a quelques années. Et en fait, moi, ça me frappait de voir que les gens, pas forcément que des trolls hein, d'ailleurs, mais des gens disent ouais, bah, vous avez votre version de l'histoire, il a la sienne, quoi. Donc c'est ce que je disais sur le fait que l'histoire, ça repose quand même sur des choses qui sont vraies ou qui sont fausses. Et cette notion-là, elle a plus beaucoup de sens et on le voit, on l'a vu pour le Covid, en fait, on le voit pour plein, plein de choses. Et je saurais pas l'expliquer. Oui. Je saurais pas qu'est-ce qui cloche dans l'enseignement de l'histoire ou d'autres enseignements, parce que l'histoire n'est pas non plus le seul enseignement à apprendre l'esprit critique. Euh, mais peut-être une des raisons, c'est pas tellement lié à l'enseignement, je dirais, mais c'est plutôt lié à une forme de méfiance contre toute forme d'autorité. Et bon, c'est pas nouveau que depuis quelques années, il y a vraiment une forte méfiance envers l'État. Tout ce qui vient de l'État, alors bon, on l'a vu pour les vaccins par exemple, mais voilà, tout ce qui vient de l'État est suspect, ou on considère qu'il y a forcément des arrière-pensées, voilà. Un état d'esprit qui est dû à plein de scandales, hein, donc je dis pas que, Que c'est que ce que fait injustifié, l'État ouais. est toujours bien, hein, c'est pas, je suis pas en train du tout de dire ça. Mais du coup, ça crée un état d'esprit où toute forme d'autorité est suspecte, et notamment l'autorité qui vient du fait d'avoir étudié l'histoire à un moment ou un autre. Mm. Donc enfin voilà, parmi les auteurs du tract, on est tous vraiment très attachés au fait que l'histoire ne nous appartient pas, que on peut pas s'ériger en censeur, c'est pas du tout ça, mais que malgré tout, il y a des gens, pas que nous, mais il y a des gens qui ont des compétences parce qu'ils ont vu les sources, parce qu'ils ont étudié la question, et on essaye de transmettre ça. Mais c'est un discours qui est difficilement audible, euh, Ouais. je crois. Mais ça rentre aussi en compte avec ce que nous on fait sur cette chaîne, hein, effectivement, ce partage du savoir et de l'histoire. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus justement aussi sur enfin, ces explications de qu'est-ce qui cloche actuellement, il y a justement la vidéo de Manon Bril, je le redis, donc la chaîne YouTube C'est une autre histoire.
qui en fait est particulièrement bien, c'est-à-dire que donc elle est longue, elle fait 51 minutes, mais en fait elle est chapitrée. Vous pouvez aller au chapitre qui vous intéresse. Mais ce que je vous conseille dans tous les cas, c'est de voir au moins l'introduction et la conclusion, et notamment la conclusion personnellement, qui donne justement pas mal d'explications sur pourquoi pourquoi Zemmour a cette crédibilité aujourd'hui. Et donc allez voir. De toute façon, je vous mettrai les liens, etc. aussi dans la rediffusion YouTube et tout. Là-dessus, il y a peut-être 2 livres aussi qu'on peut conseiller. Allez. Heu, alors parmi les auteurs du tract, il y a un historien qui s'appelle Laurent Joly, Joly, qui vient de publier un livre qui s'appelle La falsification de l'histoire, et qui parle justement de comment est-ce que le passé vichiste a été utilisé par l'extrême droite, notamment par Zemmour, mais en fait, il essaye de le replacer dans un contexte plus général. Heu, donc voilà, sinon, écoutez les interviews de Laurent Joly, il explique ça vraiment de façon hyper claire, hyper intéressante. Et sinon, il y a quelques années, il y a Gérard Noiriel, qui a écrit un livre qui s'appelle Le venin dans la pluie, si je ne me trompe pas sur le titre, et qui compare en fait Éric Zemmour, enfin qui compare le parcours et les écrits d'Éric Zemmour avec Drummond, qui est un polémiste du 19e siècle, fin 19e, début 20e siècle, antisémite, qui crée un parti antisémite, qui est très actif dans la presse antisémite. Voilà. Et donc il compare en fait les deux parcours et ça permet aussi de comprendre un peu les mécaniques, y compris médiatiques en fait, qu'il y a derrière. D'accord. Parce que ce qui est assez intéressant, enfin voilà, dans l'ouvrage de Gérard Noiriel, je pense qu'il y a des choses qu'on peut nuancer ou critiquer, mais ce que moi j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est de voir comment est-ce que c'est des personnages qui sont utilisés dans la sphère médiatique parce qu'ils font le buzz, et c'était déjà le cas à la fin du 19e siècle, y compris par des gens qui sont pas forcément d'accord, mais qui pensent que ça va bien faire vendre, et donc voilà. Et donc la mayonnaise monte en fait petit à petit jusqu'à ce que ça devienne en fait un peu incontrôlable par rapport aux personnes qui ont généré les choses au début. Ok. Ok. Bah, j'espère que du coup ce live vous a plu. Merci d'être venu quand même. Et je rappelle plusieurs choses. Alors, donc pour rappel, donc vous avez la chaîne Ça coule de source à aller voir, notamment pour le 23. Est-ce que tu peux nous rappeler juste rapidement qu'est-ce qu'il y aura le 23? Ouais, alors 23 mars à 20h30, c'est Caroline Muller qui sera interviewée par Quentin Verreken, et ça parlera d'un rapport d'expertise psychiatrique d'une femme qui a été l'amante d'un prêtre et qui a fini par le tuer. Voilà, Ok, 19e. très intéressant. Donc je vous mettrai les liens, ça, voilà. Ensuite, lundi, le Discord de cette chaîne s'ouvre. Du coup, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit follow pour être tenu au courant des suites de la chaîne, etc. Parce que justement, dans 2 semaines, donc le 30 ou le 31, justement, Florian Besson vient nous parler de la revue actuelle Moyen-Âge de laquelle tu as fait partie, et qui a aussi participé à ce tract. Donc voilà. Donc j'espère que tout ça, ça vous a plu. Donc tu as plein de remerciements dans le chat. C'est gentil, merci à vous. Et puis, euh, et puis voilà. Hein, donc on se retrouve. De toute façon, moi aussi j'y serai le 23, hein, donc on se retrouvera tous dans le chat. Donc on se retrouve dans le chat de Ça coule de source ou lundi prochain où on reprend les analyses littéraires et historiques de Dragon Age Inquisition. Et puis voilà. Et Anishka t'a offert un jus de pomme d'ailleurs. Et je l'ai fini parce que voilà. Et Fallait réussir à continuer à parler. il te faut un cubi comme ça Tout à fait, pour se tout à servir en fait. live. J'y penserai la prochaine fois. Ok. Bon bah du coup, merci à tous d'être venus. Et puis on se dit à la prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas que le savoir, ça se partage.